Oui. On n'a pas eu d'effet, ça n'a pas effrayé les bandits, au contraire. Oui. Et le peuple haïtien n'a rien ressenti comme support à l'action de cet avion. Tout naturellement, c'est un appareil dont les caractéristiques techniques visent à sonder les fonds marins et c'est un appareil spécifique pour les problèmes liés à la mer. Maintenant, continuant dans son programme privé personnel, le Canada a envoyé des navires. Donc très certainement, on va avoir des plongeurs qui vont sonder les fonds marins qui les intéressent. Ils vont s'occuper de leurs propres problèmes, pas des problèmes liés à la sécurité en Haïti. Et d'ailleurs, depuis la mise en place de leur cinéma, on a remarqué que les actes de banditisme se sont multipliés. Il y a beaucoup de parties du territoire qui n'étaient pas concernées par l'action des bandits qui le sont. Oui. Il y a beaucoup plus de population à l'intérieur des quartiers de Port-au-Prince qui sont en fuite devant les espaces occupés par les bandits. Et il y a une multiplication des kidnappings qui se font en termes de 10 à 15 kidnappings par jour. Et ceci dans l'aire métropolitaine un peu partout sur le territoire. Donc, je ne vois pas en quoi on pourrait croire que ce qui se passe dans les eaux territoriales conduit par les Canadiens pour avoir un effet quelconque sur le problème qui nous préoccupe. Est-ce que vous pensez dans ce cas que cela peut avoir un rapport avec la lutte contre le trafic de drogue? Bon, je ne peux pas deviner. Je sais que les moyens techniques utilisés par le Canada sont liés à des problèmes qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain en Haïti. À moins qu'ils disent ou fassent autre chose. Oui. Bon, ok. Bon, on sait que le Canada traîne les pieds depuis le début. Quand le gouvernement haïtien a fait sa demande d'assistance militaire et internationale pour renforcer la PNH dans sa lutte contre les gangsters, les États-Unis, au départ, ont refusé et ont voulu refiler le bébé aux Canadiens. Mais le Canada ne semble pas prêt. Oui, on leur a acheté des engins blindés qu'ils ont mis du temps à livrer. D'une façon plus générale, colonel, êtes-vous partisan de cette intervention internationale militaire pour soutenir la PNH? Je ne peux pas être partisan de quelque chose qui n'existe pas. Non, mais si on vous demande votre avis, si on vous demande, êtes-vous prêt à soutenir une telle initiative, quelle est votre position? Mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire et cela ne se fera pas. C'est un problème qui traîne depuis le 7 octobre 2022, où le docteur Ariel Henry, se cachant derrière ses ministres, a fait un appel à l'occupation, à une invasion militaire d'Haïti. Mais les actions militaires, on ne les entreprend pas sur une fantaisie, parce qu'on a envie de poser une action. Ce sont des actions généralement étudiées, calculées. Pourquoi? Parce qu'une action militaire n'est jamais à risque zéro. Les politiciens, dans leurs envolées, ou bien pour tromper, ou bien pour mentir, ou bien pour peut-être des fois de bonne foi, je me rappelle de cette députée qui avait dit que Haïti, les troupes seraient en Haïti le 10 janvier. Oui, je suppose au que plus c'est tard. Quelqu'un qui avait parlé. Voilà, c'est quelqu'un qui avait parlé de bonne foi, mais qui parlait de bonne foi d'un sujet qu'elle ne maîtrise pas. Il n'existe pas, suivant les conditions actuelles en Haïti, les données de terrain, une seule possibilité que des forces étrangères, américaines
ou canadiennes interviennent en Haïti, sauf dans le cadre de cover-up operation. Cela veut dire une opération qui pourrait monter pour faire semblant, pour faire comme si. Il pourrait, par exemple, faire venir 2 à 3 000 soldats qu'il aurait distribués sur le territoire haïtien. Et ça, je sais qu'ils ne vont pas le faire. Il pourrait essayer de faire ce qu'on appelle un cover-up operation. Cela veut dire faire intervenir 2 ou 3 000 soldats, les distribuer sur le territoire national, s'occuper des axes routiers et donner l'impression, donner le sentiment que la circulation des biens et des personnes est rentable. C'est la seule chose qu'il pourrait essayer de faire. Ça donnerait à la population le sentiment qu'il y a le rétablissement de la sécurité. Ça leur permettrait d'entrer dans le folie électoral, je crois qu'ils ont comme préoccupation première, créer les conditions pour faire des élections déjà faussées, déjà frauduleuses sur le papier et se débarrasser du dossier d'Haïti. Mais même le cover-up operation est extrêmement difficile parce qu'il n'y a pas de risque zéro. Et ce qui se passe actuellement dans l'occupation de plusieurs points du territoire est une réponse que les gens qu'on appelle des bandits, moi, très franchement, je dirais autre chose. Parce que les actions auxquelles on est en train d'assister et qu'on vit en Haïti ne sont pas des actions posées par des bandits. C'est impossible. Ce sont des actions hautement techniques, de quadrillage d'espaces territoriaux, d'occupation d'espaces territoriaux et avec une force nouvelle, une orientation nouvelle dans cette phase d'étranglement qu'ils ont choisi de faire après avoir encerclé la baie de Port-au-Prince. Donc, c'est pour cette raison que les Américains ne viendront pas, les Canadiens non plus, parce que tout simplement le risque zéro n'existe pas et ils ont des données que je connais qui expliquent que le risque zéro n'existe pas et tant qu'ils ne sont pas absolument sûrs de ne pouvoir perdre un seul soldat sur le territoire haïtien, ils ne viendront pas physiquement. Bon, là, vous venez de lâcher une bombe pratiquement atomique, là, mon colonel. Donc, quand vous dites que ceux qu'on appelle les bandits ne devraient pas être appelés des bandits, comment faut-il les appeler? Ben, écoutez, les bandits, ce sont des filous qui partent chercher de l'argent, qui posent des actes contre la population civile. On est à l'intérieur d'une série de groupes de personnes qui posent des actes de déguerpissement de population et d'occupation d'espace physique territorial. Ça a commencé avec Martissan, ça fait plus de 2 ans. Oui. Ils ont occupé la Croix des Bouquets, Canaan, là où est neuf. Donc, ce ne sont pas des actions de bandits. Ce sont des actions inspirées, décidées par des stratèges maîtrisant l'art militaire. Ce n'est pas une affaire de banditisme. Donc il ne serait que les soldats d'une espèce de cerveau maléfique qui aurait des visées de quoi faire. Parce que, comme vous l'avez dit, ça a commencé par Martissan, ensuite ça a été... Je ne connais pas le projet, ouais. Mais je constate des faits et il y a une manière de décoder ces faits-là, de les comprendre. Et l'accélération qu'il y a dans les kidnappings ces jours-ci a 2 explications. C'est pour renforcer leur système logistique et pour répondre à la peur de certaines personnes impliquées de près ou de loin dans ces activités par rapport au futur probable.
Donc, il y a des gens qui se dépêchent de se faire un petit argent pour arranger leurs affaires personnelles parce qu'elles sont impliquées dans l'infrastructure globale. Et il y a aussi les sanctions qui ont été prises, qui a amené une raréfication de l'approvisionnement en moyens économiques. Donc, les kidnappings en accélération. C'est une réponse classique et aux méfaits dans leur camp des sanctions et également aux inquiétudes liées à des événements qui peuvent survenir. Donc, ils sont en avance sur l'infrastructure gouvernementale. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a un État qui existe, sinon on aurait vu les gens du gouvernement tenter quelque chose. Je ne leur demande pas de réussir, parce que quand on est responsable, on peut essayer des solutions. Mais ils n'ont rien essayé du tout. Ouais. Par exemple, on parlait tout à l'heure des blindés qui ont été commandés au Canada. Mais le Canada, par la voix de son ambassadeur, nous avait très bien dit que nous avons commandé des véhicules de transport de troupes. Et l'ambassadeur avait dit carrément et très clairement que ces véhicules-là ne peuvent en aucun cas nous aider à résoudre le problème de terrain que nous avons. Il l'avait dit. Donc je ne vois pas pourquoi nous voulons nous leurrer, nous crier, nous faire des illusions. Premièrement, nous n'avons pas acheté ce qu'il fallait acheter. Deuxièmement, nous les achetons, on ne nous les livre pas. Ensuite, le commerçant qui nous les a vendus nous a dit carrément que ceci ne peut pas résoudre le problème que nous avons et nous insistons à croire qu'ils peuvent venir résoudre notre problème. C'est grave. Bon, essayons d'aller un peu plus loin, colonel. Qui, selon vous, est derrière ce plan macabre ? Bon, je ne peux pas savoir. On pourrait poser la question aux États-Unis et au Canada. Parce que ce sont eux, ces deux pays-là, qui ont identifié des gens qui sont dans le trafic de la drogue, qui nous disent qu'ils ont identifié des gens qui sont dans des relations avec les criminels en Haïti et qui ont dévalisé Haïti, qui ont déposé les valeurs dévalisées dans leur économie. Et l'ambassadeur du Canada nous a même dit cette vérité cruelle que les valeurs qui ont été volées en Haïti et déposées dans les comptes qu'ils ont mis sous scellés, que ces valeurs-là ne seront pas remises à Haïti. Donc, je crois qu'on est à l'intérieur d'éléments supplétifs en Haïti qui ont travaillé pour le Canada et les États-Unis, qui ont dévalisé Haïti et qui ont déposé ces valeurs-là dans l'économie américaine et dans l'économie canadienne. Parce que le minimum de valeur morale voudrait demander au Canada de mettre sous scellé les biens de ces gens et de retourner ces biens à la République d'Haïti. Ils nous ont dit carrément qu'ils ne vont pas nous remettre ces valeurs et qu'ils vont au contraire travailler avec nous dans l'humanitaire pour nous donner 2 millions, 3 millions de dollars. Donc ils ont été très clairs avec nous. C'est nous qui nous créons des illusions. Yeah. Donc, si je vous suis bien, colonel Rébu, vous êtes en train de nous dire que nous sommes en pleine zone de non-droit, avec des gouvernements étrangers qui s'accaparent de biens qui devraient revenir à l'État haïtien, et même, en particulier dans le cas du Canada, ce non-droit a été dénoncé par certains organismes de défense des droits humains qui affirment que un pays étranger ne peut pas sanctionner des citoyens haïtiens sans leur donner, sans apporter la preuve de leur culpabilité, malgré leur demande. La première chose, dans ce cas précis, la situation que nous vivons nous rappelle qu'il n'y a pas de gouvernement en Haïti. Oui. Il y a des gens qui sont peut-être dans des positions de pouvoir. Parce que, normalement,
ce serait aux autorités haïtiennes d'enquêter, de chercher à savoir qui a violé ou non les lois en Haïti. Bien sûr. Quand on serait dans la situation d'avoir des dénonciations faites par un gouvernement étranger, toutes les règles prévues demandent que le gouvernement local soit informé et ait en main les dossiers pour mettre en accusation en ce qui leur concerne ces personnes-là. Ce qui n'a pas été fait. Jusqu'à présent, le Canada et les États-Unis sont dans les rumeurs, dans les dénonciations publiques. Yeah. Parce qu'on ne peut pas porter de telles accusations contre des individus sans leur donner le droit minimum qui vaut un droit, celui de se défendre. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je parlais de zone de non-droit. On est en plein non-droit international. Et les États-Unis ont pris certaines précautions, nous ont dit qu'ils ne peuvent pas dévoiler avec légèreté les noms des personnes parce que chez eux, ils ont des lois. Mais ça demanderait tout simplement qu'ils fassent le travail très sérieusement. Les gens qui mettent en accusation, que ceci soit documenté, que les gens aient la possibilité de se défendre Bien sûr. et que l'État haïtien ait accès aux documents d'accusation parce que ce sont des crimes qui ont été commis sur le territoire haïtien. Exactement. Donc comme il n'y a pas de gouvernement en Haïti, il y a des esclaves qui ont choisi l'esclavage mental, d'abord qui ont choisi de se démettre des charges après lesquelles ils ont été, parce que quand vous mettez en place d'être ministre, d'être premier ministre, votre premier devoir c'est de protéger la population. Et face au désarroi de la population, la seule initiative qui a été prise par ces gens-là qui sont en position de gouvernement, c'est les amours et demander aux gens venir dehors. Donc, et ça fait plus de 3 mois que nous sommes tous dans le ridicule. Et je vous dis, quand le 9 octobre, 2 jours après, j'avais publié un texte pour dire que les Américains n'allaient pas venir, que la communauté internationale n'allait pas intervenir en Haïti, c'est pas parce que j'avais fait un rêve. Et 3 mois après, on est encore dans cette balade, un dossier qui était au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, qui tombe au niveau de l'OEA, qui tombe maintenant au niveau de la Caraïbe. Donc on est dans... Pendant ce temps, les États-Unis n'ont pas stoppé leur commerce d'armes et de munitions venant vers Haïti. Le Canada continue d'avoir les biens gelés au Canada appartenant aux Haïtiens. Donc ça nous donne le sentiment que ce sont des pays qui ont envoyé, d'ailleurs, les gens qu'ils accusent ont été leurs serviteurs. Ce sont des gens à qui ils ont permis d'arriver dans des positions de pouvoir de manière frauduleuse. C'était des faux sénateurs, de fausses personnes, de faux employés au niveau des cabinets des ministres, de faux ministres. Donc finalement, ce sont des employés de ces pays-là qui ont volé, de faux présidents aussi, qui ont volé, qui ont déposé ceux qu'ils ont volé chez eux. Donc ce sont des partenaires. Maintenant, la souffrance du peuple haïtien, le Canada, les États-Unis n'en ont cure. Donc je crois que c'est extrêmement léger de croire que ce sont ces pays-là qui profitent du désordre en Haïti et puis qui viendraient encore casser leur propre business. Moi, je ne vois pas encore comment. Et ce que nous avons là est seulement un problème de gouvernance. Qu'est-ce qui peut expliquer que les États-Unis et le Canada continuent à vouloir garder un bonhomme accusé de possible participation dans l'assassinat du président de la République à le garder comme Premier ministre? Donc, c'est quelqu'un qui travaille pour les États-Unis et le Canada dans le désordre généralisé dont la population est victime.
Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, colonel, vous avez lâché plusieurs bombes de très gros calibre cet après-midi, mais revenons légèrement en arrière. Vous aviez commencé par dire qu'il n'y avait pas besoin d'une intervention militaire, que nous étions capables de régler cette question nous-mêmes. Croyez-vous vraiment que la PNH soit en capacité aujourd'hui de faire face à tous ces gangs qui n'arrêtent pas de se multiplier, de Martissan à la Croix-des-Bouquets en passant par Canaan, et maintenant La Boule avec Timacac, et maintenant encore Fort-Jacques avec Vitellum? Vous croyez vraiment que la PNH a la capacité en matériel, en hommes, de faire face à ces gangsters qui, eux, ont des armes de guerre en leur possession? Évidemment que non. Mais la police nationale d'Haïti fait tous les jours le travail pour lequel elle est préparée, elle est entraînée. La police fait son travail, le travail qu'elle peut faire, qu'elle sait faire, elle le fait tous les jours. Et pour cela, il faut leur tirer un grand coup de chapeau parce que non seulement ils risquent leur vie, mais parfois ils la perdent. Et il faut vraiment dire respect. J'ai beaucoup de respect pour les policiers que je vois, que je rencontre dans la rue en uniforme aujourd'hui en Haïti. Absolument. Ce sont des gens qui ne serait-ce que porter l'uniforme et être dans les espaces publics, c'est un risque qu'ils courent. Donc ce sont des sacrifiés. Ils n'ont pas, la police nationale d'Haïti n'a pas le support du gouvernement, parce que le gouvernement ne leur donne pas les moyens, le matériel pour faire le travail qu'ils savent faire, et le gouvernement ne peut pas prétendre ne pas savoir, parce que ça fait combien de mois que je dis qu'un problème de territorialité ne peut être résolu que par des militaires. Et c'est parce qu'ils en sont conscients qu'ils ont demandé une invasion militaire. Mais ils n'ont pas demandé un renforcement de la structure militaire qu'on a en Haïti. Et c'est la seule solution. C'est la seule solution. Les étrangers ne viendront pas d'ailleurs, la patate chaude, vous avez vu comment ils se sont amusés avec. À la balle-balle, ils jouent. Parce qu'ils ne peuvent pas venir. Ils ne viendront pas. Ils ne peuvent pas venir. Maintenant, est-ce qu'il faut laisser le problème sans solution? Non. La première chose qu'il faut résoudre le problème de gouvernance. Si les gens qui sont aujourd'hui premiers ministres ou ministres ne sont pas des criminels, ils sont au moins des incompétents absolus ou bien des gens qui ont un mépris total pour la souffrance de la population. Dans les trois cas, ils ne sont pas à leur place. Maintenant, c'est un problème d'abord de gouvernance. D'ailleurs, l'infrastructure économique qui fait rouler cet argent énorme des kidnappings, cet argent énorme pour l'achat des armes et des munitions. Vous pensez vraiment que ce sont les gens que vous appelez des bandits dans les rues qui gèrent tout cet argent? Évidemment que non. Mais si vous posez la question aux États-Unis et au Canada, ils vont pouvoir vous répondre. Le poisson pourrit toujours par la tête. Les problèmes auxquels la population fait face aujourd'hui, ce sont des problèmes qui se passent au niveau de l'État, au plus haut sommet de l'État. Entre ceux-là qui sont à la tête de l'État et les mafieux nationaux, tant internationaux, qui sont dans le trafic de l'argent. C'est le problème que vous vivez dans les rues ne se trouve pas dans les rues. C'est au sommet de l'État, au plus haut sommet de l'État. Par action ou par omission. Par action ou par omission. Donc, tant que nous ne changeons pas de gouvernance, on ne pourra pas changer, on ne pourra pas résoudre ce problème. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un cinéma qu'ils peuvent faire. On peut créer la sensation que la sécurité est rétablie pour pouvoir avoir un faux CEP. D'ailleurs, on a déjà un faux, comme on appelle ça, la cour de cassation, une fausse cour de cassation. Illégale sous toutes les coutures. Que n'importe quel étudiant en droit en deuxième année devant un tribunal normal peut faire casser toutes les décisions prises par des gens qui ont été illégalement nommés. Parce que les règles de droit sont les règles de droit. Maintenant, est-ce que nous allons faire partie de ceux-là qui se plaignent sans vous poser des solutions? Ce n'est pas mon tempérament.
il faut, dans ce désert légal qui a été créé par le président Jovenel Moïse, parce qu'il y a des conseillers qui lui avaient fait croire que la République pouvait être dirigée seulement avec des décrets pris sur des pulsions animales. C'est comme ça qu'il faut appeler ça. On a vu que ce n'était pas possible. Maintenant qu'on est dans un désert juridique, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un congrès. Il faut un congrès où les forces nationales se réunissent, tant du point de vue social, du point de vue politique, que du point de vue économique, se réunissent pour donner une feuille de route des décisions dans chaque domaine, dans le domaine de la justice, dans le domaine des forces de sécurité, dans le domaine des renseignements. Est-ce que vous pouvez imaginer un pays où la personne qui est responsable de la gestion du renseignement, vous le connaissez, Serge? Vous ne le connaissez pas. Qui est aujourd'hui responsable du renseignement? Comment un pays peut vivre sans une infrastructure d'intelligence et de contre-intelligence? Les gens qui sont au pouvoir ne sont pas des imbéciles. Ils savent très bien ce qui devrait être fait. J'ai rencontré le Premier ministre et il ne peut pas dire que je mens parce que je lui avais dit tout ce qu'il devait avoir comme infrastructure organisationnelle pour faire face à la situation. Ça fait près de 2 ans. Donc, il a fait des choix en fonction de ceux-là qui doivent lui donner ou non l'autorisation d'agir en faveur de la population. Donc, il a fait le choix d'agir contre les intérêts de la population et c'est un choix criminel et ce n'est pas accidentel. Parce que je me suis posé ce d'abord, nous cherchons un imbécile en Haïti, c'est pas Ariel Henry, nous n'avons pas le droit. Donc, c'est quelqu'un qui est très politique, donc, il a fait des choix, et les gens qui sont assassinés, les gens qui sont défaits de leurs biens, de leurs possessions, qui sont défaits de leur économie, c'est de la responsabilité du docteur Ariel Henry et de ses ministres. Waouh. Ah, eh bien, le bombardement continue, si j'ai bien compris. Bon, malheureusement, colonel Rébu... Je ne fais que dire la vérité la plus simple qu'il y a. Ce sont des gens qui ont décidé d'imposer cette souffrance-là à la population. Pour quelle raison? Je ne sais pas encore. Probablement pour pouvoir faire une mise en scène pour garder le pouvoir, pour pouvoir se protéger après avec un autre pouvoir criminel tiré, venu des urnes. C'est ce qu'on nous promet. On remettra le pouvoir à des élus. Il n'y a pas une seule condition pour qu'on puisse réaliser des élections. Je ne dis même pas de bonnes élections, des élections tout simplement. Donc, le projet, c'est garder la population de cette souffrance morale, de cette angoisse, arriver à mettre d'autres coquins en place. D'ailleurs, on en a trouvé pour mettre à la Cour de cassation. Donc, c'est le système judiciaire qui est en train d'être perverti pour justement, avec l'espoir d'amener ces juges-là dans un temps futur. Il y a un juge qui avait dit ça, et un gangster au début, il va aller pas faire ça encore. C'est ce type de juge-là qu'on veut avoir pour pouvoir effacer toutes les tribulations, tous les torts, tous les massacres, tous les assassinats qui ont été